Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Picmal-Prade est avec nous, présidente de Picmal Houghton Investments. Bonsoir Céline. Bonsoir Grégoire. Christian Parizeau à vos côtés, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Et Bastien Dreux qui nous accompagne également, responsable des études de la stratégie chez CPR Asset Management. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Merci à vous trois d'être avec nous, ravis de vous retrouver. Nous entrons donc, la Fed entre donc dans une nouvelle phase de son processus de recalibration. Voilà les mots prononcés hier par Jérôme Powell à l'occasion d'une réunion qui a un peu chahuté les marchés. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, Bastien, sur le message de la Réserve fédérale américaine pour 2025 et comment est-ce qu'on fait le lien évidemment avec la réaction de marché qu'on a tous observée? On pourrait dire énormément de choses. Bon, alors on avait eu le pivot dans le pivot, et maintenant on a le pivot dans le pivot dans le pivot. Donc le pivot, on dérive à chaque fois un peu plus. C'était quand on passait des hausses de taux aux baisses de taux. Okay. Le deuxième pivot, c'était quand on passait vraiment aux baisses de taux, que les baisses de taux étaient enfin arrivées, donc il avait fallu qu'on attende pas mal de temps. Et le troisième pivot, c'est que maintenant, les baisses de taux, peut-être elles vont s'arrêter en 2025. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un grand flou des intentions de la Fed pour 2025, même si évidemment les dots indiquent 2 baisses de taux en 2025, 2 baisses de taux en 2026 et une en 2027. On sent un vrai flou et un intervalle de confiance limité, on va dire. Oui, parce que la Fed, elle est bloquée par deux choses. C'est ce que, grosso modo, ce qui est ressorti de la conférence de presse hier. La première chose, c'est le coup d'arrêt à la désinflation. Il est assez net. Ça fait 3 mois que l'inflation sous-jacente, le core CPI par exemple, est bloqué à 3,3%. Puis même si on prend un peu plus de champ de 6-9 mois, la baisse de l'inflation sous-jacente, elle est maintenant très faible. Donc ça, c'est la première chose. Et là, ils ont vraiment acté le fait que cette désinflation, il y a un coup d'arrêt. Et la deuxième chose, c'est l'incertitude par rapport à ce que va faire la nouvelle administration. On parle beaucoup des droits de douane, mais il n'y a pas que les droits de douane, il y a aussi tout ce qui est relatif à la politique des dépenses publiques, aux baisses d'impôts, politique migratoire, la dérégulation, politique migratoire. Et donc l'incertitude par rapport à toutes ces politiques qui potentiellement peuvent avoir beaucoup d'impact à la fois sur la croissance et sur l'inflation, et des effets qui peuvent être contradictoires entre eux, fait que la Fed se dit moi je vais attendre un petit peu de voir ce qui se passe. Je pose le stylo, quoi. Exactement, avant d'aller plus loin dans le cycle de baisse de taux, quoi. Donc même si l'état d'esprit c'est encore de rester dans ce cycle de baisse de taux, la Fed, elle va être beaucoup plus prudente pour 2025 que ce qu'on a pu voir sur les 3 derniers mois. Il faudra désormais de nouveaux progrès sur l'inflation pour nous autoriser à continuer dans cette démarche de recalibration des taux. C'est le nouveau message de la Fed. C'est vraiment le nouveau trigger pour d'éventuelles baisses de taux, c'est vraiment d'aller plus loin dans la désinflation. Et la réaction de marché, comme on explique l'ampleur des mouvements, parce que ce que vous dites là... J'allais dire, on aurait pu le dire autour de cette table, en tout cas, avant la réunion de la Fed. Donc, si on peut le dire ici, j'imagine que plein de gens y ont pensé d'une certaine manière, Bastien. Nous, on avait anticipé que les projections d'inflation allaient être remontées, que les dots allaient être remontées, etc. C'est plus dans le phrasé, c'est dans sa façon de communiquer à l'oral, où on sentait que les choses étaient encore beaucoup plus floues que ce qu'ils peuvent mettre comme baisse de taux dans les dots, tout simplement à cause de ces grandes incertitudes. Donc là, je pense que c'est en partie ça qui fait que la réaction de marché a été forte hier. La réaction de marché a été très forte sur les actions et sur les obligations. Et presque concomitamment, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais on a vu Trump s'attaquer, dénoncer l'accord budgétaire de continuation, faisant remonter le risque de shutdown, etc. Enfin, j'allais dire, éclairant le discours de Jérôme Powell avec un exemple parfait d'une forme d'incertitude que Trump pourrait générer dès aujourd'hui, même sans attendre le 20 janvier. Oui, donc la situation qu'on a sur le shutdown, elle est assez délirante en fait. Et je ne vois pas comment le dire autrement. Parce qu'on avait un accord qui avait été négocié entre les démocrates et les républicains et tout le monde était d'accord pour que ça aille jusqu'au bout, pour que le gouvernement soit financé jusqu'au 14 mars. Et Elon Musk a commencé à critiquer cet accord, en partie en critiquant des éléments qui n'apparaissent pas dans cette loi de financement de court terme. Et il dit, par exemple, le fait que le salaire des parlementaires soit augmenté de 40%, c'est tout à fait anormal, alors que ça n'est pas dans le projet. D'accord. Il critique le fait qu'il y ait un financement pour l'Ukraine, alors que ça n'apparaît pas dans le projet aussi. Et là, on bascule dans une sorte d'incertitude et un peu de chaos politique qu'on connaît pas bien, parce que quand on commence à critiquer des trucs qui n'existent pas, on ne sait pas forcément comment les choses vont. On a mesuré le poids d'Elon Musk hier, peut-être, dans le paysage parlementaire
américains. Oui, tout à fait, parce que il y a Elon Musk qui a déjà annoncé qu'il financerait des concurrents pour les primaires républicaines si les députés et les sénateurs républicains ne votaient pas comme ils le souhaitaient. Bon, qu'est-ce que tout ça vous inspire, Céline, le facteur Trump en tant que stock picker, qu'est-ce que ça change ou pas pour vous? Et puis, sur la réaction de marché d'hier, on a vu quand même plus de 3% de baisse sur le Nasdaq, c'était plus de 4% de baisse sur les small caps américaines. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation de ce marché américain qui a tout aspiré depuis 2 ans? Ça confirme, effectivement, comme le soulignait à l'instant Bastien, qu'on a plus d'incertitudes aujourd'hui qu'hier. Et que ça arrive à un moment où, comme vous l'avez souligné à l'instant, tout le monde est déjà positionné sur ce marché américain. On a une euphorie qui est inégalée. On a dépassé le niveau d'optimisme sur les États-Unis de 2000. C'est pour dire parce que vous le mesurez à quoi ça, quand Céline, on regarde, par en fait, vous avez des indicateurs qui combinent le VIX, la valorisation de marché et le niveau de bullishness, enfin le ratio bull-bear des investisseurs. Si vous combinez les trois, vous êtes au-dessus de 2000. D'accord. Alors, on a vécu 2000, on se souvient que c'était quand même assez frénétique, et on a tendance à se dire, non, mais on n'y est pas encore. Et quand vous regardez cet indicateur, en termes d'euphorie, on l'a dépassé. Donc, ça veut dire qu'effectivement, quand vous êtes sur un marché euphorique, dans lequel vous avez beaucoup d'investisseurs particuliers aujourd'hui qui sont investis, qui sont convaincus que demain sera meilleur qu'hier, et qui ont mis toutes leurs économies sur le marché, notamment, par exemple, sur des investissements comme le Bitcoin, le moindre grain de sable fait déraper enraye la machine. Et 2 baisses de taux en moins. Un petit grain de sable, ça peut être rien du tout. Donc on l'a vu, ça peut être effectivement 50 points de base de baisse de taux en moins. D'accord. Voilà, mais encore une fois, quand on est surchauffé, il ne faut pas grand-chose pour faire une sortie de route. Et c'est ça, à mon avis, qui risque de se passer de plus en plus au cours des séances à venir et au cours des mois à venir. On a 3 risques majeurs, à mon sens. Le premier, c'est qu'effectivement, on risque d'être en pleine incertitude au niveau de l'évolution des taux d'intérêt et de l'inflation. Et ça, c'est quand même un gros risque parce qu'on parle de relancer la machine économique et la croissance à un moment où le chômage est faible. Donc, ça paraît paradoxal à un moment où on a promis aux électeurs qu'on allait maîtriser l'inflation. Donc, on ne voit pas très bien comment tout ça va fonctionner. Donc, on a une incertitude majeure de ce côté-là. Après, on a une incertitude du côté des sociétés qui sont le plus valorisées aujourd'hui, dont on a souvent parlé, mais les sociétés qui sont liées à l'intelligence artificielle, elles ont dépensé massivement au cours des dernières années. À quel moment est-ce qu'on peut être éventuellement surpris par les retours sur investissement qui ont été colossaux? Donc ça peut être un grain de sable. Et puis, grain de sable, effectivement, comme on l'a vu hier, c'est les tweets de Donald Trump et de qui Musk, risquent... désormais. Et de Musk. Voilà, c'est 2 fois, il y a double tir donc maintenant. Effectivement, quand on est avec des marchés qui sont très, très finement pricés, le moindre grain de sable peut peser. Voilà, je pense que c'est ça la leçon. Et même si le fondamental reste bon, parce que moi, ce que je retiens toujours, c'est quand même, si la Fed se montre plus prudente sur d'éventuelles baisses de taux, oui, il y a l'incertitude, il y a plein de choses, mais il y a fondamentalement quand même une reprise nominale, une croissance nominale américaine qui continue de surprendre. On a vu encore la révision du chiffre du 3e trimestre, ça fait 2 ans que la seule zone économique du monde qui offre des surprises positives, ce sont les États-Unis, et on a envie d'imaginer que 2025 pourra s'inscrire encore dans cette ligne. Donc il y a quand même une croissance nominale qui continue de carburer d'une certaine manière. Mais moi j'ai vécu 2000 et je me souviens pas qu'il y ait eu un ralentissement de la croissance avant le crack. Enfin voilà, pour être, on l'a vécu. Ce fondamental-là, il ne doit pas exclure l'idée que... Après on a refait l'histoire. Mais le grain de sable, ça a été une publication de résultats fiscaux qui a entraîné une chute. Et puis après, la confiance est partie. Et après, on a eu un ralentissement économique. Mais qui n'a pas été si marqué que ça par rapport à ce qu'on a vécu en 2008, finalement. Donc sur la base de fondamentaux, on peut quand même avoir un problème financier à un moment. Voilà. Je comprends. C'est à ce moment-là. Donc après, est-ce que, évidemment, l'histoire se répète jamais exactement. Mais en tous les cas, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous êtes dans un environnement de croissance économique que ça va forcément de concert avec un marché boursier. Ça ne nous protège pas de tout quand on est sur les marchés, j'entends. Je ne crois pas. Christian, votre analyse de la séquence, là, Powell plus Trump/Musk. Oui, il y a plusieurs éléments. Moi, je pense qu'en effet, Powell, il n'a pas dit quelque chose de révolutionnaire. Il a dit, en gros, on va être prudent. Donc, on pourrait dire, et tout le monde était d'accord qu'il allait dire ça. Je pense que ce qui a marqué les marchés, c'est plusieurs choses. Première chose, c'est les prévisions. Et ça a beaucoup réagi sur le communiqué final. Et c'est pas le communiqué final, il y a 4 mots de différence dans le communiqué final par rapport au précédent. Donc, c'est pas le communiqué, c'est les prévisions qui ont été publiées en même temps. Et on s'aperçoit de plusieurs choses. D'une part, ce que nous disent les membres du FOMC, c'est qu'ils ont relevé
ce qu'on appelle le taux neutre. C'est-à-dire qu'il est à 3%. Et ça fait le deuxième trimestre consécutif qui relève ce taux neutre. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est important. Ça veut dire qu'on aura minimum la Banque centrale qui ne va pas descendre en dessous des 3% maintenant. Donc, quoi qu'il arrive, on oblitère la possibilité de baisse des taux pour l'année prochaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les valeurs technologiques, ce sont des valeurs où on veut substituer du capital au travail. C'est-à-dire que quand vous faites de l'IA, c'est énormément d'investissement en capital. Qu'est-ce qui fait la rentabilité de votre capital? C'est que le coût du capital n'est pas cher. À partir du moment où je vous dis que le coût du capital va être beaucoup plus cher, ça réagit assez négativement. Donc première chose, on s'est dit il y a moins de baisse de taux, mais surtout le taux neutre est beaucoup plus élevé et ça remet en cause. Et c'est pas pour rien que ces valeurs technologiques ont le plus souffert. Je sais, c'est plus cher, mais c'est aussi une logique de rentabilité puisque un coût du capital plus élevé, ça veut dire forcément moins de profit. Deuxième chose qui a fait réagir les marchés, c'est la révision très forte à la hausse des attentes d'inflation pour l'année prochaine. Ah oui. Et ça, le corps PCE passe de 2,2 à 2,5 dans leurs prévisions. Et ça, c'est important quand même parce que M. Powell a avoué que certains membres, dans leurs prévisions d'inflation, avaient intégré la politique de M. Trump. Commençait à intégrer, à mettre un peu d'input Trump dans leurs prévisions. Il est plus prudent parce qu'il a dit on ne sait pas trop bien, on fait tourner nos modèles. Bon, il noie le poisson parce que. Mais ça prouve qu'il y a un petit graphique qui est intéressant dans les publications de prévision de la Banque centrale. C'est qu'on a le graphique qui montre les incertitudes qu'estiment les membres sur leurs prévisions. Ouais. Et la partie inflation était plutôt en baisse en septembre et c'est reparti à la hausse. Donc ça veut dire que d'une part, ils pensent que potentiellement il y a plus d'inflation l'année prochaine, et deuxième chose, que potentiellement, ils peuvent encore plus se tromper que les fois d'avant. Donc ils ont moins de... L'intervalle de confiance est de plus en plus réduit. Donc ça veut dire qu'ils vont être très prudents, et donc ça veut dire qu'ils ne seront pas très agressifs, et donc ça rassure pas les marchés. Hein. Et puis, dernier élément qui est quand même important, c'est qu'ils nous disent que la croissance américaine va être au-dessus de sa croissance potentielle, qui est estimée à 1,8, sur les 3 prochaines années. Quand je vous dis ça veut dire que je ne vais pas être très agressif dans ma baisse des taux, puisque tout va bien dans les 3 prochaines années. Quoi qu'il arrive, la croissance américaine va être forte, au-dessus de son potentiel. Donc ça veut dire que ça peut créer de nouveau des tensions sur le marché du travail, que ça peut créer quelque part une inflation qui ne va pas reculer. Donc quand vous avez ces 3 messages combinés, j'ai moins de baisse possible parce que j'ai remonté mon taux neutre, j'ai une inflation qui est plus forte et la croissance va rester forte, ça veut dire que vous n'aurez pas le soutien de la Banque centrale. Et n'oubliez pas, encore une fois, ça veut dire des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, et ça, la bourse est très sensible par rapport à la thématique. Donc de l'IA. C'est le put qui s'éloigne un peu là, c'est ça. Voilà, et surtout sur des valeurs qui sont aujourd'hui très valorisées, qui ont besoin de taux d'intérêt très bas. Et c'est ça qui est très important qu'il faut avoir en tête, c'est que toute la hausse de Wall Street, c'est l'idée, je vous prends juste le cas le plus extrême, il y a certains économistes américains qui disent Trump peut faire ce qu'il veut sur l'immigration, de toute façon on va remplacer l'immigration par l'IA. Et donc, je dis des visions extrémistes, je fais volontairement caricatural, mais parce que bon, je pense qu'à Starbucks, ça va être difficile d'avoir une IA qui vous sert à Starbucks. Mais en tout cas, je dis juste qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avec la dérégulation, avec l'idée de taux bas et de la dérégulation qui va permettre une substitution majeure de ce progrès technologique de l'IA, on va avoir une économie américaine qui va avoir des gains de productivité énormes. S'il n'y a pas les gains de productivité, tout votre modèle de valorisation de toute la valeur ajoutée que pourrait apporter l'IA tombe immédiatement. L'IA, c'est très cher, ça coûte très cher, et il faut avoir cette rentabilité, cet effet de productivité pour amortir. Et donc, tout le modèle qui a été de jouer l'IA depuis toute cette année peut s'écrouler si on n'a pas ça. Donc, on voit que le modèle est très sensible à quelques paramètres, et les taux d'intérêt en font partie. Bon. Après, Nvidia, que les taux soient à 3 ou 4, j'ai l'impression qu'ils vivent quand même leur vie un peu... Si Microsoft, qui a acheté énormément de puces Nvidia, voit qu'il n'y a pas un retour sur investissement lié à ça, ou que c'est beaucoup moins positif, il va très vite ralentir ses commandes à Nvidia. Donc ça jouera à terme aussi sur Nvidia. Bon, c'est vrai qu'Nvidia a un peu rebaissé là. C'est Broadcom, c'est l'effet Broadcom. C'est l'effet Broadcom, la concurrence qui arrive, non, c'est parce que Broadcom travaille pour les GAFAM, produit des mémoires large bande qui sont très utilisées pour les puces d'intelligence artificielle. Et comme aujourd'hui Microsoft et compagnie veulent faire leurs propres puces, il a indiqué qu'il avait une croissance très forte l'année prochaine avec ses capacités. Et les gens ont arbitré Nvidia par rapport à Broadcom, qui était en retard de revalorisation. Mais ça s'est fait en 5 séances. On a
la valorisation de Nvidia maintenant sur Broadcom, donc il n'y a plus rien à faire, ça s'est fait assez rapidement. Un mot de la Fed et du reste du monde pour la Banque Centrale Européenne notamment, ça veut dire qu'il va falloir assumer un écart beaucoup plus large que ce qu'on imaginait peut-être entre les taux directeurs américains et nos taux directeurs en zone euro, qu'on est prêt à se prendre là les tweets de Trump qui va nous accuser de manipuler la devise, l'euro, etc. Enfin, tout ça on l'a déjà connu une première fois. C'est l'une des conséquences d'hier, c'est une plus grande divergence entre la BCE et la Fed. La Fed réagit à l'incertitude en disant, comme on dit tout à l'heure, je pose le stylo et on verra bien ce qui se passe et peut-être que je baisserai encore les taux. La BCE réagit à l'incertitude politique en disant les perspectives se dégradent, donc je vais continuer à baisser les taux. Et là, il y a au moins les 4 prochaines baisses de 25 jusqu'à juin, quoi. Ouais. Donc ça crée clairement une divergence entre la Fed et la BCE, ce qu'on a pu voir hier, et ça s'en ressent directement sur la devise, quoi. Ouais. L'euro-dollar qui a tout de suite baissé assez fortement. Ah oui, plus de 100 pips, oui, bien sûr. Oui. C'est en dessous de 1,04. Voilà. Ouais. Donc oui, clairement, une plus grande divergence entre la Fed et la BCE. Bon. Qu'est-ce que ça change sur le marché américain? Alors, je ne sais pas aujourd'hui ce qui vous intéresse dans l'univers action globale, qui est votre univers d'investissement, Céline. Est-ce qu'il y a déjà une manière de redécouvrir des parties du marché américain qu'on a peut-être laissé de côté ces dernières années? Ou est-ce que c'est ailleurs, carrément, qu'il faut aller regarder aujourd'hui? Alors, moi, je pense concrètement que oui, il faut regarder ailleurs. C'est-à-dire que les États-Unis représentaient 35% d'un indice action international en 2000, on va dire, il y a 20 ans. Ouais, voilà. ok. Aujourd'hui, on est à 67%. Ouais. Voilà. Bon, le PIB des États-Unis n'est pas de 67% du PIB mondial, loin s'en faut. Donc, on a un ratio qui est très clairement supérieur à 2 entre le poids dans le marché boursier et le poids dans le PIB mondial. Donc ça, c'est un fait. Le marché américain a massivement surperformé les marchés mondiaux depuis maintenant 16 ans, avec des multiples de surperformance qui sont supérieurs à 3. Donc c'est du jamais vu. Hein. Quand on regarde les États-Unis par rapport à ceux du monde depuis 100 ans, une telle surperformance, ça n'avait jamais eu lieu. Alors tout ce qu'on sait aussi, c'est que quand on avait des surperformances historiques, derrière, on avait une sous-performance pendant 10 ans. Enfin, c'est des cycles de long terme. Voilà. D'accord. Mais 16 ans de surperformance du marché, et de façon aussi phénoménale, c'est exceptionnel. Donc, comme je le disais, ça va de concert avec l'euphorie dont on parlait tout à l'heure. 64% des Américains sont convaincus, enfin des investisseurs américains, que le marché va continuer à monter. On était à 30% en 2008. Et donc cet exceptionnalisme, ce récit de l'exceptionnalisme doit nous alerter. Donc voilà. Donc quand on me demande où est-ce qu'il faut investir, en général, il est plus intéressant de ne pas aller retourner des pierres qui ont déjà été retournées beaucoup, ou explorées énormément par de multiples analystes financiers et de multiples entreprises. Et ce qui est fascinant aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de ce qui se passe en Europe, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi sur les États-Unis et très peu qui est investi dans le reste du monde, que ce soit l'Europe, l'Asie, les pays émergents, et qu'on a une banque centrale, comme on le disait à l'instant, qui est en train de serrer un petit peu les cordons de la bourse aux États-Unis, un dollar qui est fort. Les deux, ça veut dire que vous avez une contraction de la liquidité. Et historiquement, sur les marchés financiers, on dit vous devez suivre l'argent. Oui. Donc on a eu beaucoup d'argent qui a été imprimé aux États-Unis, beaucoup de facilités qui ont fait qu'on a eu une liquidité qui a explosé aux États-Unis. Ce n'était pas le cas ailleurs. Aujourd'hui, à l'inverse, on a une banque centrale européenne qui est en train de dire écoutez, il faut qu'on lâche un petit peu et un euro qui est plus faible. Donc, à l'inverse, on a une liquidité qui est plus abondante en Europe qu'aux États-Unis. Et on n'a pas parlé de la Chine, mais c'est quand même, à mon avis, quelque chose dont on va parler de plus en plus en 2025. Mais on a également quand même un poids dans le PIB mondial important qui vient de la Chine, et la Chine qui dit je veux que la liquidité augmente, il faut absolument que je sorte de mon problème de déflation, qui n'est pas du tout le même problème que les États-Unis. Qu'est-ce qui peut déclencher la rotation? C'est-à-dire sur l'Europe, par exemple, qu'est-ce qui peut permettre à des investisseurs globaux, je l'entends tout à fait, qui sont, j'allais dire, gavés de dollars et d'actions américaines comme jamais, qu'est-ce qui peut leur donner envie d'aller investir en Europe quand on leur explique que c'est le grand vacuum politique, que l'Allemagne n'a pas encore élu ni trouvé sa prochaine coalition, je ne parle même pas de la France, quand on nous dit que toutes les projections et que les risques sur la croissance sont encore orientés à la baisse, comme nous l'a répété encore Christine Lagarde il y a une semaine. Quelle va être l'étincelle
Alors il y a la valorisation bien sûr, mais quelle va être l'étincelle qui peut quand même redéclencher une dynamique de flux et ramener des acheteurs marginaux là sur nos marchés à nous en l'occurrence. L'étincelle, on ne va pas pouvoir la dessiner. L'anticiper. J'entends. Ce qu'on sait par contre, c'est que pareil, les grands adages, on a coutume de dire que les marchés haussiers, ils naissent dans le pessimisme, ils grandissent dans le scepticisme et qu'ils meurent dans l'euphorie. Donc on a bien conscience de cet écart. Donc effectivement, ce qui se passe en général, c'est que vous avez un marché dans lequel tout le monde est extrêmement négatif. Et vous avez des nouvelles qui sont moins mauvaises qu'attendues sur un marché qui est survendu. Donc c'est ça qui vous permet de sortir un peu de l'ornière au fur et à mesure. Et à l'inverse, vous avez un marché dans lequel tout le monde est déjà positionné. Qui est et le petit grain de sable, comme vous disiez. Et un petit grain de sable qui vous fait des sorties de route. De quelle manière Donc aujourd'hui, le petit étincelle, elle peut venir, à mon sens, de plusieurs éléments. Bien entendu, la liquidité plus importante en Europe, la liquidité plus importante en Chine, des bonnes nouvelles du côté de la guerre, parce que si la guerre s'arrête en Europe, ça va être positif pour le marché de l'énergie, ça va être positif. Et ça, le monde regardera à nouveau l'Europe avec des yeux peut-être un peu différents. En tous les cas, ça nous a quand même beaucoup. Ça a été extrêmement négatif. Donc il y a un élément négatif qu'on va enlever potentiellement en 2025. Et puis, on a parlé tout à l'heure de ce qui se passait, l'incertitude politique. Mais si on a une coalition en Allemagne qui dit on arrête de s'intéresser à la cohérence budgétaire, ça va quand même un petit peu changer la donne en Europe. Donc on peut avoir des petites choses qui arrivent de l'autre côté de l'Atlantique dans cette année 2025. Comment vous abordez l'investissement ? Comment vous abordez l'investissement en Europe ? Est-ce qu'il faut se poser la question des tailles d'entreprise ? Est-ce que c'est intéressant d'aller chercher des tailles d'entreprise peut-être moins importantes ? Est-ce qu'il y a des styles à choisir entre la partie croissance, la partie value ? Est-ce qu'on a envie d'aller chercher les gros moteurs des dernières années type le luxe ou de s'intéresser à d'autres secteurs qui ont été moins en vogue ces dernières années ? Moi, j'aurais eu tendance plutôt à aller chercher des sociétés qui ont été délaissées, qui vont profiter. On parlait effectivement, si il y en a beaucoup de croissance aux États-Unis, qu'on a une croissance un peu meilleure en Chine. Vous pouvez avoir des sociétés industrielles qui sont dans une bien meilleure posture que ce qui était anticipé par le marché. Donc il faut, à mon sens, s'intéresser à des sociétés qui ont un avantage compétitif, qui sont délaissées, qui sont positionnées en Europe et qui peuvent très bien se distinguer dans ce nouvel environnement. Bon, sur la domination des actions américaines qu'on a observées jusqu'à présent face au reste du monde, comment est-ce que vous voyez se profiler l'année 2025 sur le plan de la dynamique des marchés, Christian ? Alors, le gros problème, c'est vrai que je suis d'accord, la bourse américaine a un poids beaucoup trop important. Alors, seul bémol, je mettrais attention, sur la bourse américaine, il n'y a pas que des entreprises américaines. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères maintenant qui se cotent, ça joue aussi. C'est comme aussi on disait que le CAC 40 représente que l'économie française. Mais c'est vrai que ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est pas le poids de l'économie, pas le poids de la capitalisation de la bourse américaine, c'est le fait qu'on a concentré tous les paris sur quelques thématiques. Parce que ce que vous regardez aujourd'hui, vous avez une valorisation qui est élevée en moyenne sur la bourse américaine, mais vous avez des écarts de valorisation qui sont monstrueux. Vous avez des valeurs américaines qui sont pas chères aujourd'hui. Qui sont vraiment pas chères. Il y a toute une partie du marché, effectivement. Qui est complètement délaissée. Ce qui montre bien qu'on le risque que vous avez aujourd'hui sur la bourse américaine, c'est un risque on s'essouffle sur des thématiques qui ont été porteuses, les GAFAM, l'intelligence artificielle. Je peux vous dire qu'il suffit qu'un jour Microsoft dit on s'est trompé dans les investissements autour de l'intelligence artificielle, on en a fait un peu trop, ou alors il n'y a pas le retour sur investissement, les clients ne nous suivent pas. Je vous prends juste un exemple. On a eu une publication qui a déçu, qui est Adobe. Adobe qui, certes, met de l'intelligence artificielle dans ses logiciels, mais l'intelligence artificielle est beaucoup plus concurrencée par d'autres concurrents. Ça leur pose un problème parce que, comme les logiciels Adobe coûtent plus cher, les clients en prennent beaucoup moins, que ça tue son marché des photographes. Parce qu'aujourd'hui, on prend l'intelligence artificielle plutôt que les photographes, et les photographes achètent des logiciels Adobe. Donc, in fine, Adobe est en position de difficulté. Ils sont obligés de mettre l'intelligence artificielle à cause de la concurrence, mais c'est très, très négatif sur leur chiffre d'affaires. Donc, je prends un micro-exemple. J'entends. Non, mais ça fait disparaître une partie de l'activité historique d'Adobe. Ça prouve que c'est pas forcément gagnant. Alors, net, il faut mesurer ça net. Voilà, c'est forcément gagnant pour celui qui fait le serveur, qui fait la puce. Ok, mais ça a été surjoué. Alors, donc, c'est plus la peine. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que... Surjoué ? Je sais pas, Nvidia, on me dit que c'est moins cher en fin d'année qu'en début d'année. Oui. Alors après, si vous me dites qu'ils maintiennent les taux de croissance sur les 20 prochaines années, elle est pas chère. Après, ça dépendra...
en même temps, c'est un peu compliqué comme Paris. Non, mais c'est un peu ça le problème. C'est un peu ça le problème. Je suis entièrement d'accord qu'elle n'est pas chère au regard des taux de croissance qu'elle fait actuellement. Mais tout le débat est là-dessus. C'est-à-dire que si elle va faire une très bonne année l'année prochaine. Hein. Elle a un carnet de mais commandes c'est pas le qui est sujet de tellement- 25, j'entends. Mais voilà. Mais est-ce que en 2027, elle poursuit sur ce rythme-là ou pas? Bon, Donc, et c'est ça, la donc question. parce que ce que vous dites, c'est est-ce que d'abord ça offre une chance au marché européen ou est-ce que la première chance, c'est si les GAFAM et le thème IA ont été surjoués, est-ce que l'investisseur global américain anglo-saxon n'aura pas tendance déjà à se retourner vers cette haute partie du marché américain qui n'a pas été jouée jusqu'à présent, laissant encore l'Europe de côté pour quelque temps? Alors c'est là qu'on peut avoir des mouvements assez violents, je pense, pour l'année prochaine. C'est d'une part, je pense que pour l'année prochaine, on va rester encore sur une bourse américaine solide, mais avec peut-être des rotations sectorielles qui vont s'accélérer. Et je pense qu'en effet, l'effet Trump va inciter les investisseurs à beaucoup mieux diversifier leur portefeuille sur la bourse américaine. On ne peut pas investir indéfiniment sur 3-4 valeurs. Et je pense qu'il va y avoir des arbitrages qui vont se faire. Donc je pense qu'il y aura un premier mouvement. Et ensuite, effectivement, je pense que lorsqu'on va avoir le risque politique en Europe qui s'éloigne un petit peu, il y aura de nouveau une surperformance de l'Europe par rapport aux États-Unis, puisqu'on va se dire on a quand même largement tout joué sur les États-Unis et il n'y a pas forcément un potentiel si fort, parce que même la politique de M. Trump, on l'a tous compris, hein, il y a des choses très positives pour les marchés, mais il y a des choses très négatives. C'est-à-dire que si c'est très positif pour la croissance américaine, ça sera très négatif en niveau taux. Donc il y aura forcément des arbitrages qui vont s'opérer. Et les taux américains, s'il fait vraiment tout ce qu'il dit, vous n'allez pas avoir des taux américains qui vont rester à 4,50. Hein. Vous pouvez largement dépasser les 5, voire même plus. Et donc l'effet, finalement, va pas être si positif que ça, in fine. Donc oui, il y aura des arbitrages qui vont s'opérer. Et je pense qu'en effet, il y aura peut-être un regard bienveillant des investisseurs sur l'Europe. Le gros problème, c'est que je pense qu'il est un peu tôt aujourd'hui pour jouer ce mouvement-là. Okay, c'est une question de séquence et de timing. Il y a une séquence de timing. Et je pense que le timing politique est trop incertain en Europe, encore aujourd'hui. Oui. Et et on achète encore de la sécurité. Et finalement, aujourd'hui, vu les visions qu'on a de l'économie européenne, on va encore acheter la sécurité de la croissance américaine. Donc, je dirais plutôt fin du premier trimestre qu'il faudra peut-être, à mon avis, jouer ce mouvement-là. D'accord, sur cette idée, ce moment un peu tactique, peut-être devant nous. Qu'est-ce que vous en dites chez CPRM? Mais l'histoire de la rotation sectorielle aux États-Unis, ça devrait se matérialiser en 2025, mais je pense que justement il est un peu tôt pour jouer ça. Et l'une des façons de voir ça, c'est quand on décompose le S&P 500 avec les M7 et puis les 493. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où donc tout le monde avait monté avec l'élection de Trump, et à partir du moment où Trump précise son programme de hausse de droits de douane, ben là le S&P 493, c'est-à-dire 500 hors Magnificent Seven, baisse. Et les M7 montent de 10%. Ouais. Ouais, donc là, il y a un écart sur, on va dire, une quinzaine de séances, 15 semaines, qui est monstrueux, qui est même probablement jamais vu. Enfin, ou alors on va chercher le record, on n'est pas très loin du record, avec donc le S&P 493 qui fait -2 et les M7 qui font +10. Et ça montre que la guerre commerciale peut quand même faire mal à une grosse partie des entreprises américaines. Des entreprises américaines. Et que là, les M7, dans leur ensemble, parce qu'à chaque fois il y a des cas particuliers, etc., sont un peu moins en risque par rapport à ça. Donc il faudrait qu'on ait déjà. Ça reste le refuge du marché américain. Donc le 20 janvier, avec est-ce qu'il va vraiment le faire, ou va le faire, ou enlever sa menace, etc., pour se faire une idée plus précise de comment peut se passer la rotation sectorielle aux États-Unis. Ouais. Je crois qu'il y a une Fed régionale, je ne sais plus laquelle, qui a fait cette étude, qui montrait que sous la première guerre commerciale 2018-2019, quand Trump tweetait pour annoncer des tarifs ou pour parler des tarifs, les actions américaines avaient plutôt tendance à baisser ces jours-là. Les jours où il oubliait de tweeter ou annoncer de nouveaux tarifs, les actions avaient plutôt tendance à monter. Mais ça, on l'a regardé, c'est vrai sur les taux longs, c'est vrai sur les actions, et donc toutes les annonces de droits, les menaces de droits de douane, ça faisait baisser les taux longs et ça faisait baisser les actions. Et puis quand il suspendait ces menaces, on avait l'effet inverse. Et donc ça, c'est quelque chose qui était très très clair en 2018-2019. Et puis la Chine, donc Céline, on a parlé de l'Europe avec vous, la Chine aussi, il y a un cas d'investissement qui retrouve de l'intérêt pour 2025 ? J'en suis complètement convaincue, Grégoire. Non, mais même dans le cadre d'une potentielle guerre commerciale intensifiée. Je pense que ce qu'on a sous-estimé quand on parle de la Chine, et on parlait tout à l'heure de l'industrie américaine, c'est à quel point ils ont investi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le nombre de robots
par employé, par millier d'employés, qui est le plus élevé au monde. Ils sont 40% au-dessus des États-Unis, ils sont au-dessus de leurs voisins, notamment le Japon, alors que le Japon était quand même vu comme le leader dans la robotique mondiale. Donc on est passé d'une économie, on va dire en 2000, à laquelle on allait sous-traiter de la manufacture grâce à une main-d'œuvre pas chère, à une économie aujourd'hui qui est tirée par des entreprises qui sont massivement automatisées, donc qui ont des coûts de production qui sont les plus faibles au monde, parce que vous avez allié un avantage compétitif de taille avec un avantage technologique. Et ça, je ne suis pas sûre qu'on l'ait complètement intégré quand on parle de ces histoires de tarifs douaniers qui feraient qu'on n'aurait plus du tout besoin d'aller produire des produits. Ça leur fera moins mal. Ça leur fera moins mal. Mais voilà, je ne pense pas que ça va tuer, que ça va permettre en tous les cas aux entreprises américaines demain ou européennes de faire la même chose au même prix. Ça va être beaucoup plus compliqué. Ils ont leur marché intérieur surtout. Ils ont leur marché intérieur sur lequel ils peuvent être profitables et faire de taille sur lequel ils ont beaucoup de profitabilité et surtout ils ont investi. Ils ont investi massivement. En 2022, le pays qui investit le plus sur ces robots, c'est la Chine. Mais c'est vrai, ils se sont préparés à ça. Il y a quand même 2 leaders dans le monde sur l'intelligence artificielle. Évidemment, il y a les États-Unis, mais il y a quand même aussi sur la technologie, la Chine. Ils ont, et pareil, quand on regarde le nombre de dépôts de brevets, quand vous regardez le nombre d'ingénieurs qui sont formés par an en Chine par rapport aux autres pays dans le monde, c'est le pays qui forme le plus d'ingénieurs spécialisés, notamment en industrie. Et il y avait des graphiques qui montraient que malheureusement pour nous, en Europe, on a un peu perdu le fil. Enfin, on a arrêté de former des ingénieurs, donc ça c'est un petit peu compliqué aussi d'être compétitif. Voilà, il y a le luxe, mais derrière, c'est l'arbre qui cache la forêt, donc c'est un peu compliqué. Donc effectivement, il y a un avantage, à mon sens, des entreprises chinoises qu'on sous-estime, qui est lié à la qualité et la solidité de leur avantage compétitif. Et qui me fait beaucoup plus penser quand même à l'avantage qu'avaient les sociétés japonaises dans les années 80. Qu'à juste un pays manufacturier de sous-traitance classique. À propos du Japon, là... Donc ça me semble très très intéressant et c'est encore le marché le moins cher et le moins cher. Oui, c'est ça. Le moins cher. Donc vous avez des ingrédients quand même. Tout à l'heure, c'est 3% de la capitalisation boursière mondiale. 17% du PIB mondial. Voilà. C'est juste qu'il y a quelque chose qui ne colle pas complètement. À propos du Japon, comment vous regardez l'idée de la combinaison Honda, Nissan, Mitsubishi? Alors, est-ce que Foxconn s'invitera dans le deal à travers Nissan ou autre? Enfin, c'est quand même les grandes manœuvres, quoi. Alors moi, j'ai beaucoup investi au Japon. Par le passé, ça a représenté 30% d'un fonds Action Internationale à un certain moment. J'étais convaincue justement qu'il y avait des leaders comme Fanuc, qui avaient un leadership unique au monde. Le problème, c'est que aujourd'hui, le monde a changé. On est en 2025, on n'est plus en 2007 ou 2008. Et l'avantage compétitif qu'avaient ces entreprises japonaises, c'est qu'elles vendaient à leur écosystème japonais, notamment le secteur automobile avec Toyota, et qu'ils avaient un leadership international. Aujourd'hui, vous avez un écosystème qui change, l'industrie automobile a évolué, on est passé à l'électrique, le leadership, il n'est pas au Japon. Il est en Chine avec BYD ou aux États-Unis, mais en tous les cas, il n'est pas au Japon. Donc cet écosystème de sociétés qui faisaient de la sous-traitance ou qui vous permettaient d'automatiser vos chaînes de production, elles se sont développées en Chine également et elles vont fournir leurs services aux sociétés chinoises. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je reste très sceptique, au-delà de l'avantage compétitif qui vient du yen, sur ces sociétés japonaises. Effectivement. Bon, toute la combinaison et ce qu'on a pu lire hier donne quand même l'idée de quelque chose de très très défensif, Christian. Oui, c'est trop malade qui se mettent ensemble. Non, mais trois groupes qui essayent déjà face à Toyota et Volkswagen, face à Tesla et face à BYD, leurs voisins. Non, je pense qu'il y a, faut le reconnaître, mais les Allemands l'ont reconnu eux-mêmes, c'est que la Chine a pris une avancée très forte technologique dans les véhicules électriques. Nous ne sommes plus compétitifs. Le patron de Volkswagen l'a dit. On n'est plus compétitifs. Il n'y a pas qu'une question de coût, il y a un retard technologique. Et c'est ça aujourd'hui que payent les anciens groupes automobiles. C'est-à-dire que ils savent très bien faire On m'a dit hier, excuse-moi Christian, on m'a dit hier 90% des nouveaux véhicules vendus en Chine aujourd'hui, qui sont quasi tous électriques, sont vendus par des constructeurs chinois. 90%. Ils ont pris leur marché 90%. Et surtout, ce qui est surtout important, c'est qu'ils ont réussi à avoir la partie logicielle. Ce qui manque énormément aux constructeurs automobiles, y compris allemands. Le smartphone sur roue, c'est eux qui l'ont, c'est pas nous. C'est eux qui l'ont, et qu'on le veuille ou non. Et ce qui fait la valorisation de Tesla
c'est bon, après elle est un peu déraisonnable, mais ça on va pas rentrer là-dedans, mais ce qui fait la valeur ajoutée de Tesla, c'est leur avancée technologique, pas au niveau des pneus, hein, c'est au niveau du système d'exploitation, et c'est pour ça que certains avaient même mis en avant que Tesla devrait plutôt vendre sous licence son système d'exploitation que faire des véhicules, et ça, bon, a priori Elon Musk n'a pas choisi cette stratégie. C'est un peu valorisé comme une boîte de logiciels, voilà, parfois, mais plus que comme un constructeur, oui. Voilà, donc on en est là, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vraie valeur ajoutée dans l'automobile, c'est véritablement la partie logicielle qui a explosé, parce qu'un moteur électrique, de toute façon, vous n'avez pas de valeur ajoutée sur le moteur électrique. Contrairement au moteur thermique, tout le monde sait faire un moteur électrique. Donc ça sera vraiment cette partie-là, et là ils ont une vraie avancée. Donc derrière, tous les autres constructeurs sont à la traîne, et je dirais qu'il y a un élément qui est important dans la communication qu'a le gouvernement chinois, et ça explique que la bourse chinoise ne réagit pas tant que ça à la peur de M. Trump, parce qu'on pourrait dire la Chine aurait pu baisser de 10% avec les menaces de hausse de droits de douane, c'était quand même des éléments assez négatifs, mais à chaque fois qu'on a une mauvaise nouvelle sur les entreprises chinoises, on a tout de suite le gouvernement chinois qui dit on va compenser maintenant par notre demande intérieure. C'est-à-dire que vous avez eu par exemple l'administration Biden qui a attaqué 104 entreprises chinoises, notamment leur interdisant d'importer des technologies américaines autour de l'intelligence artificielle. Immédiatement, le gouvernement chinois a dit on va aider ces entreprises à faire du lien américain, et on va faire en sorte qu'elles ne soient pas pénalisées par les décisions de l'administration Biden. Et donc on a toujours, dès qu'on a eu, là depuis tout ce mois-ci, dès qu'on a des mauvaises nouvelles en provenance des États-Unis qui pourraient affecter la croissance chinoise, on a une volonté politique d'afficher ce marché intérieur et de cette aide du gouvernement chinois. Donc je pense que l'année prochaine, ils n'ont pas le choix, ils vont aider à plein leur économie domestique pour compenser le risque Trump. Donc Trump est un accélérateur. Mais ils délivreront. S'il faut vraiment délivrer, ils délivreront. Ils n'ont pas le choix parce qu'on ne peut pas décevoir. Quand même. On ne peut pas décevoir, ils ont trop communiqué là-dessus. Et je pense que Xi Jinping, il a bien compris qu'il ne peut pas se permettre aujourd'hui, vis-à-vis de son peuple, aujourd'hui, de dire on a raté, on est sous la pression américaine et on a notre économie qui décline à cause de ça. Et en plus, dernière chose, n'oubliez pas, regardez simplement un indicateur, les profits des entreprises chinoises. Parce que Xi Jinping avait une politique de l'offre. Son idée, c'était je relance toujours pas en aidant les entreprises. Sauf qu'il a vu qu'avec la déflation qu'ils ont actuellement, ils ont une baisse des profits des entreprises. Donc moins de profits, c'est moins d'investissement et donc un retard technologique. Et donc là, ils ont concentré tout leur idée, c'est faut relancer la demande intérieure et rétablir la profitabilité des entreprises pour maintenir notre avancée. Il faut relancer la demande intérieure, il faut relancer la natalité, etc. Enfin, ils vont le faire. Mais ils vont le faire. Faut relancer l'inflation. Quand on disait ça il y a 10 ans, c'est pas parce qu'on le dit que. Non, mais je pense que là maintenant ils ont compris qu'il faut le faire. Je suis toujours fasciné parce que la Chine, c'est toujours une histoire très double face, quoi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de macroéconomistes qui me font des cas sur la Chine et on voit le 10 ans chinois là, qui s'est effondré à 1,75, etc. C'est, voilà, dans 20 ans, c'est le Japon, c'est la grande déflation, le pic démographique est passé, etc. Donc l'histoire un peu catastrophique de la Chine qui n'arrivera jamais à devenir la première puissance mondiale sur le plan économique alors que c'était l'objectif. Et en même temps, on discute avec des investisseurs, il y a des segments hyper booming, l'investissement logiciel, l'investissement, tous les outils de la transition énergétique, etc. Donc il y a aussi des super histoires quand même qui sont dans cet ensemble chinois, quoi. Disons qu'une économie, de toute façon, et comme le marché américain par exemple, c'est pas monolithique. Non, oui, c'est sûr. Il y a plein d'éléments différents dans une économie. Mais on a l'impression qu'on décrit une économie qui est dans un trou noir et en même temps, on voit la vague nous submerger d'automobiles, etc. Et on se dit, attendez, s'ils sont dans un trou noir, comment est-ce que nous, on se laisse submerger, quoi. L'énorme point noir, c'est le marché immobilier. Oui. Et ça plombe globalement l'économie chinoise. En revanche, comme on le disait tout à l'heure, il y a eu des investissements dans les secteurs stratégiques qui ont été stratosphériques et qui ont été beaucoup plus forts que dans les pays occidentaux, qui leur confèrent maintenant des rôles de leader dans vraiment beaucoup de secteurs, quoi. Donc il y a vraiment ce côté presque, comment dire, contradictoire. Double face. Une économie qui est complètement plombée par l'immobilier, puis c'est pas vraiment parti pour s'améliorer. Ça va prendre du temps, en tout cas, sur les mois qui arrivent ou sur les trimestres qui arrivent. Et puis d'un autre côté, ils sont super agressifs sur des secteurs stratégiques. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir pour ce tour d'horizon quasi final. Nous serons là évidemment encore demain pour la journée dite des 4 sorcières et puis on vous retrouvera bien sûr en 2025 dans Smart Bourse. Bastien Dreux était avec nous, le responsable des études de la stratégie de CPR Asset Management, Céline Picmal-Prade, présidente de Picmal Houghton Investments, et Christian Parizeau, économiste et président d'Altair Economics.